Un silence de mort règne dans le palais impérial. Un sénateur, l'homme le plus puissant de Rome après l'empereur, est forcé de regarder sa propre épouse être inspectée comme du bétail. Caligula marche autour d'elle, la touche, commente son corps à voix haute, puis l'emmène dans ses appartements privés. Le sénateur ne peut détourner le regard. Il ne peut protester. Il doit sourire, lever sa coupe de vin et remercier l'empereur pour l'honneur qu'il accorde à sa famille. Ceci n'est pas l'histoire que tes professeurs t'ont racontée. Ce que les livres d'histoire appellent la folie de Caligula n'était pas de la folie. C'était l'arme psychologique la plus froide et la plus calculée jamais inventée. Oublie l'inceste public. Oublie la légende de son cheval consul. Ce n'était que du théâtre pour distraire la plèbe. La véritable arme de Caligula se déployait dans le silence des banquets privés. Et elle visait directement l'âme de l'élite romaine. Abonne-toi maintenant, car ce que tu vas découvrir dans les 3 prochaines parties va te glacer le sang. Caligula n'utilisait pas le sexe pour le plaisir. Il l'utilisait comme une machine de guerre psychologique pour détruire la République de l'intérieur. Et je te préviens, ce que tu vas apprendre n'est pas seulement choquant à cause des actes eux-mêmes. C'est terrifiant à cause de ce que Caligula a créé. Un système de contrôle invisible. Un mécanisme de domination si pervers que son écho définit encore aujourd'hui ce qu'est le pouvoir absolu. Bienvenue dans l'histoire que Rome a tenté d'effacer. Pour comprendre à quel point les méthodes de Caligula étaient révolutionnaires, il faut comprendre Rome en l'an 37 de notre ère. Ce n'est plus la République austère gouvernée par l'honneur sénatorial. C'est le début de l'Empire. Une structure politique nouvelle où un pouvoir inimaginable est concentré entre les mains d'un seul homme. L'Empire romain s'étend de la Bretagne brumeuse au désert de Syrie. C'est la superpuissance incontestée du monde antique. Mais au cœur de cette domination, à Rome même, une guerre psychologique est sur le point de commencer. Le Sénat, composé des familles aristocratiques les plus anciennes et les plus fières, s'accroche désespérément à ses traditions, à son honneur public, à sa dignité familiale. Face à eux se dresse un jeune empereur de 24 ans, Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus. L'histoire le connaîtra sous son surnom d'enfance, Caligula. Il n'a aucune intention de jouer le rôle de premier citoyen. Il se considère comme un dieu vivant. Cette collision est fondamentale. D'un côté, une élite dont l'identité entière repose sur la dignité et la réputation familiale. De l'autre, un souverain absolu qui a compris une vérité terrifiante. Pour anéantir ses rivaux, il ne suffit pas de contrôler les légions. Il faut détruire leur âme. Caligula n'est pas le fou qu'on dépeint souvent. Il est un stratège brillant et pervers. Un ingénieur social qui a compris que la véritable domination ne s'obtient pas par les armes, mais par l'anéantissement psychologique. Et il a identifié le point faible de l'élite romaine, le pilier de leur statut social, la pudicitia, la chasteté et la vertu de leurs épouses et filles. Ces femmes nobles ne sont pas seulement des individus. Elles sont le symbole vivant de l'honneur de leur lignée. Toucher à leur vertu, c'est détruire l'homme qui est censé les protéger. Caligula a compris que pour briser ces hommes puissants, il ne devait pas attaquer leurs armées ou leurs finances. Il devait attaquer l'incarnation même de leur honneur, leurs femmes. Son arsenal ne se composait pas d'épées, mais d'une ingénierie sociale méticuleusement conçue pour démolir l'âme de ses ennemis. La première arme dans cet arsenal est ce que les historiens appellent pudiquement le bordel impérial. Mais efface de ton esprit l'image d'une simple maison de plaisir clandestine. Caligula a transformé des ailes entières de son palais sur le mont Palatin en un établissement public. La perversité de ce système ne résidait pas dans son existence, elle résidait dans son personnel. L'historien Suétone, écrivant quelques décennies après la mort de Caligula, rapporte quelque chose de stupéfiant. Caligula ne s'est pas contenté de prostituées ordinaires. Il a forcé les épouses et les filles des sénateurs les plus éminents de Rome à y travailler. Des femmes de la plus haute noblesse, des matrones respectées, des jeunes filles vierges promises en mariage, toutes transformées en marchandises sexuelles par décret impérial. L'objectif n'était pas le plaisir, c'était une double humiliation stratégique. D'abord, il forçait les sénateurs à assister à des banquets dans ces mêmes ailes du palais, les obligeant à côtoyer leurs propres épouses et filles, désormais traitées comme de la marchandise. Imaginez un père croisant sa fille dans un couloir, vêtue comme une courtisane, attendant son prochain client. Ensuite, il ouvrait ce bordel au public, citoyens ordinaires, cochers, gladiateurs, esclaves affranchis, tous invités à payer pour avoir des relations avec les femmes les plus respectées de Rome. En fixant un prix sur la vertu sénatoriale, Caligula envoyait un message clair.
L'honneur de l'élite romaine, ce pilier de la République, n'avait plus aucune valeur. Il pouvait être acheté et vendu. Et c'est lui, l'empereur, qui en fixait le tarif. Mais ce n'était que la première étape. La deuxième méthode était plus directe, plus personnelle, et se déroulait lors des banquets impériaux officiels. Imagine la scène. Les sénateurs sont à table avec leurs épouses, comme l'exige le protocole. Musiciens jouant, esclaves servant le vin, conversation polie sur la politique et les conquêtes militaires. Puis Caligula se lève de son trône. Il marche lentement entre les tables, non pas comme un hôte accueillant ses invités, mais comme un marchand de bétail inspectant sa marchandise. Il s'arrête devant une femme, l'inspecte, lui touche le visage, la force à lever la tête, commente à voix haute sa silhouette, ses cheveux, la comparant à d'autres femmes présentes. Le mari est là, à quelques centimètres, figé, le sourire crispé sur son visage. Parler signifierait une exécution immédiate, pour lui, pour sa famille, pour tous ceux qui porteraient son nom. Caligula fait son choix. Il ordonne à la femme de le suivre. L'emmène dans une pièce voisine, juste à côté de la salle du banquet. Le banquet continue dans un silence assourdissant. La musique joue plus fort pour masquer les bruits. Les sénateurs fixent leurs assiettes. Personne ne parle, personne ne bouge. Quelques minutes plus tard, Caligula revient, se réinstalle à sa place, reprend sa coupe de vin. Et c'est là que le véritable acte de torture psychologique commence. Devant l'assemblée entière et surtout devant le mari pétrifié, il se lance dans une critique détaillée et obscène de ce qui vient de se passer, louant ou dénigrant publiquement les performances de la sénatrice, commentant son corps, sa réaction, comparant avec d'autres femmes qu'il a prises. Il anéantissait ainsi le fondement même de l'autorité masculine romaine, le devoir sacré de protéger l'honneur de sa famille. Ces hommes qui commandèrent des légions, qui gouvernèrent des provinces, qui se considéraient comme les descendants des fondateurs de Rome, étaient réduits à des spectateurs impuissants de leur propre humiliation. Mais ces deux méthodes n'étaient que la préparation, le terrain psychologique sur lequel Caligula allait construire quelque chose de bien plus terrifiant. Quelque chose que les historiens romains eux-mêmes ont eu peur de décrire en détail. Frappe ce like maintenant si cette histoire te glace déjà le sang. Parce que dans la partie 2, tu vas découvrir le théâtre de la vérité, la méthode la plus perverse de Caligula, celle où il ne se contentait plus de violer les épouses des sénateurs. Il forçait les sénateurs eux-mêmes à détruire leur propre dignité, de leurs propres mains. Abonne-toi et active la cloche. Car ce que Caligula a créé n'était pas seulement une série d'actes brutaux, c'était un système, une archive de la honte, une arme de contrôle qui allait définir le pouvoir absolu pour les siècles à venir. Imagine être forcé de détruire toi-même ta propre dignité, devant un empereur qui te regarde, qui prend des notes, qui commande tes performances comme un juge évaluant des gladiateurs. C'est exactement ce que Caligula a inventé. Et c'est la raison pour laquelle Rome a tenté d'effacer cette histoire pendant 2000 ans. Si tu as manqué la partie 1, va la voir maintenant. Sinon tu ne comprendras pas l'horreur systématique de ce qui suit. Pour les autres, prépare-toi. Car nous entrons maintenant dans le cœur de la machine psychologique de Caligula. Caligula ne se contentait plus d'humilier les sénateurs en s'emparant de leurs épouses. Il allait les forcer à profaner eux-mêmes leurs propres liens sacrés, à devenir les acteurs de leur propre destruction. Bienvenue dans ce que j'appelle le théâtre de la vérité. Sous le prétexte d'observer la vérité de leurs relations pour prendre des décisions politiques, Caligula convoquait des couples mariés de la haute noblesse lors de divertissements privés. Là, devant lui et sa cour, il leur ordonnait d'avoir des relations intimes, en public, pendant qu'ils regardaient. Il transformait l'acte le plus privé et le plus sacré du mariage romain en spectacle de cirque. Ce n'était plus une agression de l'empereur contre le sénateur. C'était l'empereur forçant le sénateur à détruire lui-même sa propre dignité, à violer son propre mariage, à profaner ce qu'il avait juré de protéger. Caligula s'installait sur son trône, observait, commentait, critiquait leurs performances, notait leur passion ou leur manque d'enthousiasme, demandait au mari de faire ceci ou cela, ordonnait à l'épouse de se positionner différemment, comme un metteur en scène dirigeant une pièce obscène. Ceux qui refusaient étaient exécutés sur le champ pour désobéissance. Ceux qui obéissaient étaient psychologiquement anéantis, leur intimité transformée en outil de divertissement pour le tyran. Mais voici le génie pervers de cette méthode. Caligula avait compris quelque chose de fondamental sur la nature humaine. L'humiliation imposée de l'extérieur peut créer des martyrs, mais l'humiliation que tu t'infliges à toi-même te détruit de l'intérieur.
Elle brise quelque chose que rien ne peut réparer. Ces sénateurs ne pouvaient plus jamais regarder leurs épouses de la même manière. Chaque moment d'intimité future serait hanté par le souvenir de ce théâtre forcé. Leur mariage était profané, pas par un ennemi, mais par eux-mêmes. Et c'est ici que se révèle le mécanisme secret, le cœur de l'arme psychologique de Caligula. Il ne faisait pas cela uniquement pour son plaisir sadique. Il tenait des registres, méticuleusement. C'est la naissance de ce que j'appelle l'archive de la honte sénatoriale. Il notait tout. Qui avait participé au bordel impérial, qui avait été inspecté au banquet, qui avait joué dans son théâtre de la vérité, les détails de leurs performances, leurs réactions, leurs faiblesses. Ces archives n'étaient pas des journaux intimes, elles étaient l'arme politique la plus puissante de Rome. Désormais, Caligula n'avait plus besoin de menacer un sénateur de mort, il lui suffisait de le convoquer, de lui rappeler, peut-être en consultant ostensiblement un document, ce qu'il savait, ce que sa femme avait fait, ce que le sénateur lui-même avait été forcé de faire. C'était la forme ultime de chantage. Il avait transformé l'intimité en un système de contrôle institutionnel. Un sénateur ose critiquer une décision impériale au Sénat? Caligula fait une allusion subtile à un certain banquet. Le sénateur se tait immédiatement. Un noble refuse de voter une nouvelle taxe. Caligula mentionne les performances de son épouse dans le bordel impérial. Le noble change de vote. Un général devient trop populaire. Caligula convoque sa fille pour une inspection publique. Le général comprend le message. La menace n'était plus la mort. C'était la ruine sociale totale, l'exposition publique de l'impuissance, la honte qui s'étendrait sur 7 générations. Mais l'archive de la honte n'était pas un dossier passif. Il devait être constamment alimenté, enrichi, mis à jour avec des actes de plus en plus audacieux. Cela nous amène à la 4e méthode, celle qui visait à anéantir l'honneur avant même qu'il ne puisse s'établir. L'enlèvement des mariés. L'historien Suétone documente l'un des cas les plus tristement célèbres, celui de l'Olia Paulina. Imagine le sommet de la société romaine réunie pour un banquet de mariage somptueux. 2 grandes familles s'unissent, des centaines d'invités, des musiciens, le marié et la mariée à la table d'honneur. Caligula est présent comme invité impérial. Il aperçoit la mariée, la désire. Et sans la moindre hésitation, devant l'assemblée entière, il ordonne qu'elle lui soit amenée. Il l'entraîne dans ses appartements privés, consomme l'union destinée à son mari, puis revient au banquet quelques instants plus tard. Le silence est total. Les musiciens ont cessé de jouer. Le marié est pétrifié. Mais le véritable climax n'est pas l'enlèvement. C'est le retour. Caligula se vante, raconte à l'assemblée les détails obscènes de ce qui vient de se passer, critique son corps, ses performances. Puis devant tous, il la répudie. Sur le champ. La bannit de Rome. Interdit à son mari de la revoir jamais. Cet acte n'est pas une impulsion. C'est un message. Le sacrement du mariage est nul face au désir impérial. Chaque sénateur présent comprend que sa propre fille n'est qu'à un regard de subir le même sort. Mais comment justifier de tels actes sans provoquer une rébellion? Cela nous amène à la 5e méthode, la plus fondamentale. Celle qui servait de fondation théologique à toutes les autres, l'inceste divin. Les rumeurs sur les relations de Caligula avec ses 3 sœurs circulaient, mais ce n'est pas l'acte privé qui importe, c'est sa mise en scène publique. Caligula ne cachait rien. Il les embrassait lors de banquets d'État, sous les yeux horrifiés des sénateurs et ambassadeurs. Caligula avait une obsession pour Drusilla. À sa mort, il la déclara déesse et imposa son culte à tout l'Empire. Ce n'était pas de la débauche. C'était une déclaration théologique calculée. Dans la mythologie, les dieux comme Jupiter couchaient avec leurs sœurs. En commettant l'inceste en public, Caligula agissait en dieu vivant. Il prouvait qu'il n'était pas lié par la loi morale. S'il était un dieu, il ne pouvait pas pécher. Cette autodivinisation justifiait tout le reste. Le bordel impérial, le théâtre de la vérité, l'enlèvement des mariés. Si Caligula est un dieu, alors l'acte sexuel avec lui n'est pas une humiliation. C'est une communion divine. Il avait piégé l'aristocratie. Résister n'était plus une défense de l'honneur. C'était un blasphème contre un Dieu vivant, punissable de mort. Frappe ce like si tu comprends maintenant pourquoi cette histoire a été effacée. Parce que dans la partie 3, tu vas découvrir les conséquences. Ce qui est arrivé à Rome après Caligula. Et pourquoi son héritage est bien plus terrifiant que sa folie. Abonne-toi maintenant. Car Caligula n'était pas un fou. Il était un ingénieur social. Et son manuel a survécu à sa mort.
Rendez-vous en partie 3. Caligula est mort en l'an 41, assassiné par sa propre garde prétorienne. Les sénateurs ont célébré. Ils ont ordonné que son nom soit effacé de tous les registres. Une damnatio memoria, condamnation de la mémoire. Ils croyaient que le cauchemar était terminé. Ils avaient tort. On ne peut pas effacer une idée. Et Caligula n'avait pas créé des actes isolés de cruauté. Il avait créé un système, un manuel d'instruction, une archive de la honte qui allait empoisonner Rome pendant des générations. Si tu as manqué les parties 1 et 2, va les voir maintenant. Car ce chapitre final va te prouver que l'héritage de Caligula n'est pas sa folie. C'est le modèle qu'il a laissé derrière lui. Le plan directeur du despotisme psychologique. Les conséquences immédiates de l'archive de la honte furent un effondrement psychologique total de l'élite romaine. Les chroniqueurs antiques, comme Sénèque et Dion Cassius, décrivent une aristocratie en état de choc permanent, développant ce que nous appellerions aujourd'hui un trouble de stress post-traumatique collectif. Des hommes autrefois orgueilleux tombaient physiquement malades à l'idée de recevoir une convocation impériale. L'anxiété chronique les rongeait. Certains développaient des tremblements incontrôlables. D'autres perdaient le sommeil pendant des semaines. Plusieurs, incapables de supporter la dissonance cognitive entre leur statut public et leur impuissance privée, se suicidèrent, préférant la mort à l'humiliation continue. Les mariages, fondés sur des siècles de tradition, étaient irrémédiablement brisés. Comment un homme pouvait-il encore regarder son épouse après avoir été forcé de la partager publiquement? Comment une femme pouvait-elle respecter un mari qui n'avait pas pu la protéger? Les enfants de ces unions grandissaient dans des foyers emplis de honte et de silence, observant la dégradation de leurs parents, apprenant que l'honneur n'était qu'une illusion, que le pouvoir absolu écrasait tout. Les victimes directes, les femmes de la noblesse, subissaient une double peine dévastatrice. Après avoir été violées et dégradées par l'empereur, elles étaient souvent ostracisées par leur propre famille, considérées comme souillées, impures, portant la marque de la honte familiale, alors même qu'elles n'avaient eu aucun choix. Caligula avait brillamment réussi à retourner le pilier de l'honneur romain contre lui-même. En détruisant la réputation de la femme, il détruisait l'homme qui était censé la protéger. Mais les répercussions à long terme furent encore plus insidieuses. L'archive de la honte n'était pas un simple souvenir traumatique. Elle était devenue un outil de gouvernance actif et permanent. Même après la mort de Caligula, la mémoire de ce système persista. Chaque sénateur savait que ses secrets, ses humiliations, ses participations forcées existaient quelque part dans des registres. La menace n'était plus la mort. C'était l'exposition publique, la ruine sociale totale, la honte sur cette génération. Cette manipulation collective conduisit à l'une des conséquences les plus perverses. L'inversion totale de la morale romaine. Les psychologues modernes parleraient d'un syndrome de Stockholm à l'échelle de l'Empire. Voyant qu'il était impossible de résister, une partie de l'élite commença à s'identifier à son bourreau. Au lieu de cacher leurs épouses et leurs filles, certains nobles commencèrent à les offrir volontairement à l'empereur, espérant en retour un avantage politique, ou simplement la survie. L'humiliation volontaire remplaça l'honneur. Participer à la débauche impériale devint un signe de loyauté, un rituel de servitude, une preuve de soumission absolue. Caligula avait transformé la structure même de la civilisation romaine. Les notions d'honneur, de dignité et de décence n'étaient plus des valeurs fondamentales. Elles étaient devenues des faiblesses à exploiter. Les chroniqueurs décrivent une Rome fracturée par la méfiance, où les parents craignaient d'aimer leurs enfants, de peur que cet amour ne soit un jour utilisé contre eux, où les époux se méfiaient l'un de l'autre, sachant que leurs secrets intimes pouvaient devenir des armes politiques. L'empire le plus puissant du monde était désormais dirigé non par la loi, mais par un système institutionnalisé de chantage sexuel. Lorsque Caligula fut assassiné en janvier 41, les sénateurs crurent que leur cauchemar prenait fin. Ils ordonnèrent la damnatio memoria, effacement total de son nom, destruction de ses statuts, réécriture des archives. Mais ils se trompaient. La mort de Caligula n'a pas mis fin à la terreur. Elle n'a fait que libérer son manuel d'instruction. Le véritable héritage caché de Caligula, le plus terrifiant, n'est pas sa folie. C'est le modèle qu'il a créé. Il fut le premier à prouver, à une échelle impériale, que l'humiliation sexuelle institutionnalisée était un instrument de contrôle politique plus efficace que n'importe quelle armée. Son archive de la honte sénatoriale devint le plan directeur du despotisme psychologique. Les empereurs qui vinrent après lui observèrent, apprirent, imitèrent. Son neveu Néron, en particulier, perfectionna ses méthodes. Quand Néron força les descendants des plus nobles familles à se produire comme acteurs ou gladiateurs,
Quand il organisa ses propres mariages scandaleux et ses banquets dégradants, il n'appliquait pas ses propres pulsions. Il appliquait méthodiquement les leçons de son oncle. Il avait compris que la dégradation publique de l'élite était la clé du pouvoir absolu. Pas besoin d'armée loyale si l'âme de tes ennemis est déjà brisée. Ce qui resta fut une blessure psychologique profonde, une cicatrice indélébile gravée dans l'âme de l'Empire. Caligula avait changé à jamais la relation entre le pouvoir et l'individu. Les fondations morales de Rome étaient brisées. L'honneur, la loyauté, la dignité familiale, tout ce que des siècles de civilisation avaient bâti, avait été exposé comme des concepts fragiles, facilement destructibles par un seul homme en 4 ans de règne. Ce traumatisme collectif explique pourquoi la vérité sur son règne est si difficile à cerner aujourd'hui. Les historiens romains qui écrivirent après sa mort, comme Tacite et Suétone, n'étaient pas de simples rapporteurs neutres. Ils étaient les héritiers de cette société traumatisée. Lorsqu'ils ont volontairement omis des détails, censuré des passages, adouci certains récits, ce n'était pas seulement par pudeur. C'était par peur. Une peur que décrire ces mécanismes en détail pourrait contaminer les générations futures. Ou pire, donner des idées à de nouveaux tyrans. Le véritable héritage caché de Caligula n'est donc pas l'image du fou incestueux. C'est celle de l'ingénieur social impitoyable. Il a prouvé que la dignité humaine est fragile. Qu'une fois que l'intimité est transformée en spectacle public, la société elle-même s'effondre. Que le pouvoir absolu ne se construit pas avec des légions, mais avec la honte institutionnalisée. Le poison psychologique qu'il a instillé dans le système politique romain a continué à se propager, empoisonnant l'âme de Rome pendant des générations. L'Empire survécut encore 4 siècles. Mais après Caligula, il ne fut plus jamais le même. Le pouvoir impérial n'était plus seulement une autorité politique. Il était devenu la menace permanente d'une humiliation totale. Caligula avait écrit dans La honte et le sang de l'élite romaine le premier chapitre de la manipulation des masses par l'anéantissement psychologique. Et ce chapitre n'a jamais été fermé. Tu viens de découvrir l'histoire que Rome a tenté d'effacer pendant 2000 ans. L'héritage le plus terrifiant de Caligula n'est pas celui d'un simple fou. C'est celui d'un ingénieur social impitoyable qui a perfectionné l'humiliation comme arme d'État. Si cette analyse des mécanismes de contrôle intime a résonné en toi, si tu crois que ces vérités méritent d'être exposées, alors abonne-toi maintenant. Laisse un like pour nous aider à mettre ces révélations en lumière. Partage cette vidéo pour que d'autres découvrent ce que Rome a voulu cacher. Et dis-moi dans les commentaires quel autre personnage historique aimerais-tu voir exposé. Les manipulations de Messaline? Les excès de Néron? Nous ne faisons que commencer à révéler comment l'intimité a toujours été le véritable théâtre du pouvoir.